Bonjour, je te propose dans cette vidéo de faire ensemble ou de refaire ensemble le sujet de bac mathématiques 2024 de l'enseignement de spécialité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser les exercices devant toi. Alors je ne vais pas m'occuper de la rédaction, tu vois. Bon ça, la rédaction, je pense que tu sais faire. L'idée, c'est simplement de te montrer comment on résout des exercices de mathématiques du bac. Donc, si tu as passé le bac 2024, enseignement de spécialité, bah, tu vas savoir ce qu'il fallait faire. Bon, bah, ça permet de voir si tu as fait ce qu'il fallait. Et puis, si tu n'as pas encore passé le bac ou si tu veux t'entraîner, peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, si tu as envie de t'entraîner pour le bac, bah, c'est une très bonne démarche de regarder cette vidéo parce que bah, tu vas voir toutes les démarches, toutes les questions que je me pose quand je réalise un exercice de mathématiques du baccalauréat. OK? Alors, petit conseil pour suivre la vidéo. En fait, bon, j'essaie d'écrire assez gros, mais alors, je ne sais pas si tu me suis sur un téléphone ou sur un ordinateur, l'écran risque d'être un peu petit, mais comme je vais te dire tout ce que j'écris, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre le sujet avec toi. Tu peux le trouver facilement sur Internet. Ou alors tu télécharges, je vais te mettre le lien en description de cette vidéo vers le PDF, comme ça tu vas pouvoir télécharger les énoncés. Et alors regarde les énoncés, ne regarde pas la correction, et comme ça tu peux mettre tu peux afficher sur l'écran ou imprimer la feuille d'exercice et faire les exercices en même temps que moi, tu vois. Et si tu vois pas tout ce que j'écris à l'écran, ben moi je te conseille même d'écrire sur une copie, tu vois, sur une copie double, sur un cahier, tout ce que je fais. Et comme ça, c'est important aussi pour que tu comprennes vraiment comment il faut faire, que tu refasses tous les calculs, toutes les démonstrations que je fais à l'écran, tu vois. Pas simplement te contenter de regarder, ah oui, d'accord, il fallait faire ça, mais pour bien le comprendre. Alors, si vraiment tu dis, bah ouais, c'est évident, moi, c'est exactement ce que j'ai fait, bon, peut-être que tu n'as pas besoin de recopier, si pour toi c'est l'évidence même, mais si tu n'es pas tout à fait sûr, eh ben, tu peux, refaire les exercices en même temps que moi, avec mes explications, tu vois. Ce qui fait comme ça, tu comprends encore mieux, parce qu'on comprend vraiment mieux que quand on a vu, écouté, compris, refait les calculs par soi-même. D'accord? Allez, c'est parti, on passe sur le tableau et on commence le sujet ensemble. Je m'appelle Bertrand Carbonneau, je suis ton professeur de mathématiques sur Télémath. Si tu souhaites prendre des cours de mathématiques avec moi, tu trouveras mon numéro de téléphone à la fin de cette vidéo. Je donne des cours à mon domicile, à ton domicile ou en ligne, au choix. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu trouveras un lien vers ma page Tipeee sous la vidéo. Pour chaque exercice, je vais d'abord lire l'énoncé complet et ensuite je reviens question par question. Exercice 1, 4 points. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Question numéro 1. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 5x exponentielle moins x. On note CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Affirmation numéro 1. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF. Affirmation 2. La fonction f est solution sur R de l'équation différentielle E, y' plus y égale 5 exponentielle moins x. Question numéro 2. On considère les suites UN, Vn et Wn telles que pour tout antinaturel n, Vn est comprise entre Un et Vn. De plus, la suite Un converge vers -1 et la suite Wn converge vers 1. Affirmation numéro 3, la suite Vn converge vers un nombre réel petit l appartenant à l'intervalle fermé -1, 1. On suppose de plus que la suite Un est croissante et que la suite Wn est décroissante. Affirmation numéro 4, pour tout entier naturel n, on a alors Vn comprise entre U0 et W0. Alors tout d'abord, la question à propos de la fonction f. Ces deux questions 1 et 2 sont indépendantes. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 5x exponentielle moins x. Alors, est-ce que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF?
f de x, c'est 5x exponentielle moins x. Tu sais que exponentielle moins x, c'est la même chose que 1 sur exponentielle x. Donc on peut écrire f de x égale 5x sur exponentielle x. Et là, tu reconnais une limite admise. Tu sais sûrement que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur un polynôme, c'est plus l'infini. Or ici, on n'a pas une exponentielle divisée par un polynôme, mais l'inverse. Et donc, si la limite de exponentielle x sur 5x, c'est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, la limite de l'inverse d'exponentielle x sur 5x, c'est l'inverse de plus l'infini. Et l'inverse de l'infini, c'est 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, on peut écrire que 5x sur exponentielle x, c'est 5x sur exponentielle x moins 0. Or, 0, c'est quoi? C'est l'équation de l'axe des abscisses. En effet, quand une courbe se rapproche d'une droite sans jamais la toucher, c'est-à-dire quand une droite est asymptote à la courbe, la différence d'ordonnées entre la courbe et la droite s'amenuise de plus en plus. Et elle tend vers 0. Donc, comme la limite, quand x tend vers plus l'infini de 5x sur exponentielle x moins 0 égale 0, eh bien ça signifie que l'axe des abscisses est asymptote à la courbe. Donc, l'affirmation 1 est vraie. Affirmation numéro 2, f est solution de l'équation différentielle E. y' plus y égale 5 exponentielle moins x. Alors là, il est hors de question de résoudre directement l'équation différentielle E parce que ça met en jeu des formes que tu n'as pas encore vues. Les seules équations différentielles que l'on voit en terminale, c'est y' égale y, y' égale ay, y' égale ay plus b, et y seconde plus oméga carré y égale 0. On ne voit pas y' plus y égale une fonction comme cette fonction exponentielle. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va remplacer y par f de x et y' par f' de x. Alors f de x, c'est le produit de deux fonctions que j'ai appelées u de x et v de x. u de x égale 5x et v de x égale exponentielle moins x. La dérivée de u de x c'est u' de x égale 5. Et la dérivée de v de x et v' de x égale moins exponentielle moins x. Ne pas oublier le moins, car quand on dérive EU, U étant une fonction, la dérivée c'est U'EU. Donc là, ça fait moins exponentielle moins x. Comme f de x est un produit de deux fonctions, f' de x c'est U'V plus UV'. Donc ça fait 5 exponentielle moins x plus 5x, facteur de moins exponentielle moins x. En enlevant les parenthèses, ça me donne 5 exponentielle moins x moins 5x exponentielle moins x. J'écris f' de x plus f de x, donc ça me donne 5 exponentielle moins x moins 5x exponentielle moins x plus 5x exponentielle moins x. Les 5x exponentielle moins x s'annulent, il nous reste 5 exponentielle moins x, et donc l'affirmation numéro 2 est vraie. Question 2. On considère les suites un, vn et wn telles que pour tout entier naturel n, vn est comprise entre un et wn. De plus, la suite un converge vers moins 1 et la suite wn converge vers 1. Affirmation numéro 3. La suite vn converge vers un nombre réel, petit l, appartenant à l'intervalle fermé moins 1, 1. Ça ressemble au théorème des gendarmes. Vn est comprise entre deux suites. L'une converge vers moins 1 et l'autre converge vers 1. Bah oui, mais le problème, c'est qu'elles ne convergent pas vers le même nombre. On peut se dire, comme ça, spontanément, c'est juste une particularité du théorème des gendarmes, mais pas du tout. Car ce n'est pas parce qu'une fonction ou une suite est comprise entre moins 1 et 1 qu'elle converge. Est-ce que tu connais une fonction qui oscille toujours entre ses valeurs extrêmes, moins 1 et 1? La fonction sinus, par exemple. La fonction sinus est une fonction périodique. Elle n'est pas convergente. On vient de trouver un exemple de fonction qui est bien comprise entre moins 1 et 1, mais qui ne converge pas. Et pour prouver qu'une affirmation est fausse, il suffit de trouver un contre-exemple. Nous venons d'en trouver un, donc nous pouvons affirmer que l'affirmation 3 est fausse. Alors, l'affirmation numéro 4. Cette fois-ci, on suppose que la suite un est croissante et que la suite wn est décroissante. Et on nous demande si Vn est comprise entre U0 et W0. Puisque Un est croissante, les termes sont rangés dans l'ordre croissant.
Donc U0 est plus petit que U1, qui est plus petit que U2, qui est plus petit que etc., qui est plus petit que UN. Pour Wn, c'est le contraire. Donc W0 est plus grand que W1, qui est lui-même plus grand que W2, qui est lui-même plus grand que etc., qui est lui-même plus grand que Wn. Vn est comprise entre Un et Wn. Mais Un est plus grand que U0, donc Vn est aussi plus grand que U0. Vn est plus petit que Wn, mais Wn est aussi plus petit que W0, donc Vn est aussi plus petit que W0. Conclusion, Vn est bien comprise entre U0 et W0. L'affirmation numéro 4 est vraie. Exercice 2, un exercice très sympa de probabilité. Je dis très sympa parce que on voit une application directe sur quelque chose de très concret. Exercice 2, 5 points. Une agence de marketing a étudié la satisfaction des clients concernant le service clientèle à l'occasion de l'achat d'un téléviseur. Ces achats ont été réalisés soit sur Internet, soit dans une chaîne de magasins d'électroménager, soit dans une enseigne de grande surface. Les achats sur Internet représentent 60% des ventes, les achats en magasin d'électroménager 30% des ventes, et ceux en grande surface 10% des ventes. Alors ce que je te conseille de faire, c'est de noter les données au fur et à mesure. Donc, les achats sur Internet représentent 60% des ventes, en magasin 30% des ventes, en grande surface 10% des ventes. Une enquête montre que la proportion des clients satisfaits du service clientèle est de 75% pour les clients sur Internet, 90% pour les clients en magasin d'électroménager et 80% pour les clients en grande surface. On choisit au hasard un client ayant acheté le modèle de téléviseur concerné. On définit les événements suivants. I. Le client a effectué son achat sur Internet. M. Le client a effectué son achat en magasin d'électroménager. G. Le client a effectué son achat en grande surface. S. Le client est satisfait du service clientèle. Si A est un événement quelconque, on notera A bar son événement contraire et P de A sa probabilité. Bon, ça c'est classique. Alors voici toutes les questions. En tout cas les 6 premières. Première question, reproduire et compléter l'arbre ci-contre. On te mâche un peu le travail là. Question numéro 2. Calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service clientèle. Troisième question, démontrer que P de S égale 0,8. Quatrième question, un client est satisfait du service clientèle, quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? On donnera un résultat arrondi à 10 puissance moins 3 près. Cinquième question, pour réaliser l'étude, l'agence doit contacter chaque jour 30 clients parmi les acheteurs du téléviseur. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler le choix des 30 clients à un tirage avec remise. On note grand X, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 30 clients, associe le nombre de clients satisfaits du service clientèle. Justifier que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres, ça c'est la question petit a, et la question petit b, déterminer la probabilité arrondie à 10 puissance moins 3 près qu'au moins 25 clients soient satisfaits dans un échantillon de 30 clients contactés sur une même journée. Question numéro 6, en résolvant une inéquation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99. Alors, première question, reproduire et compléter l'arbre ci-contre. Ah bah on a déjà tout, enfin presque tout. Alors, les achats sur Internet c'est 60%, donc la probabilité de l'événement I c'est 0,6. Les achats en magasin représentent 30%, donc P de M égale 0,3, et pour les grandes surfaces c'est 10%, donc P de G égale 0,1. Ensuite, les achats sur Internet donnent 75% de satisfaits. Donc P de S sachant I, c'est 0,75. De la même façon, comme il y a 90% de satisfaits pour le magasin, P de S sachant M, c'est 0,9. Et P de S sachant G, cette fois-ci 80%, c'est 0,8. On peut déduire les autres probabilités par la formule des probabilités totales. P de S sachant I plus P de S bar sachant I, ça fait 1. Pour P de S bar sachant M, ça donne 0,1. Et pour P de S bar sachant G, ça donne 0,2. Ensuite, deuxième question. Calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service clientèle.
Alors ça, c'est la branche I inter S, et P de I inter S, c'est P de I multiplié par P de S, sachant I. Donc ça fait 0,6 par 0,75, ce qui donne 0,45. Ensuite, troisième question. Démontrer que P de S égale 0,8. Alors cette fois-ci, il y a 3 chemins. I inter S, M inter S et G inter S. Donc, P de S égale P de I inter S plus P de M inter S plus P de G inter S. P de I inter S, on l'a déjà calculé, c'est 0,45. P de M inter S, c'est 0,3 par 0,9. P de G inter S, c'est 0,1 par 0,8. Et donc ça donne 0,45 plus 0,27 plus 0,08, ce qui donne 0,8. Tout va bien. Quatrième question. Un client est satisfait du service clientèle. Quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? Alors là, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. C'est quoi? Eh bien, c'est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet, sachant qu'il est satisfait. Donc c'est P de I sachant S. Alors P de I sachant S, c'est P de I inter S sur P de S, ce qui fait, on a tout là, 0,45 sur 0,8, c'est-à-dire environ, à 10 puissance moins 3 près, 0,563. Ça fait 562 et ensuite c'est un chiffre qui est supérieur ou égal à 5, donc j'arrondis par excès. Question 5. Pour réaliser l'étude, l'agence doit contacter chaque jour 30 clients parmi les acheteurs du téléviseur. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler le choix des 30 clients à un tirage avec remise. On note grand X, la variable aléatoire, qui, à chaque échantillon de 30 clients, associe le nombre de clients satisfaits du service clientèle. Question petit a, justifier que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. On a 30 fois la même expérience, et à chaque fois, une seule alternative. Une alternative, c'est quand tu as 2 choix possibles, et seulement 2 choix possibles. C'est bien le cas ici, puisque à chaque fois, soit le client est satisfait, soit il est insatisfait. Donc on a bien ce que l'on appelle un schéma de Bernoulli, ou une loi binomiale. Les paramètres sont petit n égale 30, et petit p égale 0,8, puisque petit p, c'est la probabilité qu'un client soit satisfait. Question petit b, déterminer la probabilité arrondie à 10 puissance moins 3 près qu'au moins 25 clients soient satisfaits dans un échantillon de 30 clients contactés sur une même journée. Alors, au moins 25 clients, c'est P de grand X supérieur ou égal à 25, et pour calculer ça, je dois passer par l'événement contraire, parce que à la machine, je ne peux calculer que P de grand X inférieur ou égal à un certain nombre. Si X n'est pas supérieur ou égal à 25, c'est qu'il est inférieur ou égal à 24. Donc P de grand X supérieur ou égal à 25, c'est 1 moins P de X inférieur ou égal à 24. Et ça fait environ 0,427. C'est la machine qui donne ce résultat. À présent, la question numéro 6. En résolvant une inéquation, déterminez la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99. Alors quand je vois ce genre d'énoncé, je prends mon temps. Alors, la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux. Quand j'ai au moins un dans un énoncé, je pense à l'événement contraire. Au moins un qui n'est pas satisfait, c'est le contraire de 0 qui ne sont pas satisfaits. Donc 0 insatisfait. Alors, pour simplifier, je vais définir une autre loi de probabilité que je vais appeler grand Y, qui va désigner le nombre de clients insatisfaits. P de grand Y supérieur ou égal à 1, au moins 1, je viens de le dire, c'est le contraire de 0. Donc c'est 1 moins P de grand Y inférieur ou égal à 0. On pourrait dire aussi P de grand Y égale 0, parce que si grand Y n'est pas supérieur ou égal à 1, il est forcément égal à 0. Et donc je veux que 1 moins P de grand Y inférieur ou égal à 0 soit supérieur ou égal à 0,99. Je passe le 1 de l'autre côté. « 0,99 moins 1, ça fait moins 0,01. Je multiplie par moins 1 à gauche et à droite de l'inégalité.
Attention, quand je multiplie par moins 1, je change le sens de l'inégalité. Ça me donne P de grand Y inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0,01. Les paramètres de ma loi de probabilité grand Y sont petit n, on ne connaît pas le nombre de clients, c'est ce qu'on cherche, et petit p, c'est 0,2, car c'est la probabilité qu'un client ne soit pas satisfait. La probabilité qu'un client soit satisfait, P de S, c'est 0,8. Donc la probabilité qu'un client ne soit pas satisfait, P de S bar, c'est 1 moins 0,8 égale 0,2. Alors, j'applique les données de cette loi binomiale à mon inéquation. Cela me donne 1 moins 0,2 le tout puissance n inférieur ou égal à 0,01. Ce qui me donne 0,8 puissance n inférieur ou égal à 0,01. Comment je fais pour résoudre une équation dont l'inconnu est en exposant? Eh bien, je passe au ln. Si a est plus petit que b, ln a est plus petit que ln b, car la fonction logarithme népérien est strictement croissante. Donc je peux écrire ln de 0,8 puissance n est inférieur ou égal à ln de 0,01. Comment je transforme ln de 0,8 puissance n? Eh bien, je sais que ln de a puissance n, c'est n ln a. Donc je peux écrire que n ln de 0,8 est inférieur ou égal à ln de 0,01. Attention, 0,8 est un nombre plus petit que 1. Donc ln de 0,8 est un nombre strictement négatif. Aussi, quand je vais diviser à gauche et à droite par ln 0,8, en fait, je vais diviser par un nombre négatif. Il faut donc que je change le sens de l'inégalité. J'obtiens n supérieur ou égal à ln de 0,01 sur ln de 0,8. La machine me donne environ 20,6. Quel est le nombre naturel? Évidemment, c'est un nombre naturel puisqu'il s'agit d'un nombre de clients. Quel est le nombre naturel immédiatement supérieur à 20,6? C'est 21. Donc, il faut interroger au moins 21 clients pour être quasi certain qu'au moins l'un d'entre eux ne sera pas satisfait. C'est pas fini. Voici la 7e et dernière question de l'exercice 2. Dans les deux questions petit a et petit b qui suivent, on ne s'intéresse qu'aux seuls achats sur Internet. Lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison du téléviseur est modélisé par une variable aléatoire grand T égale à la somme de deux variables aléatoires grand T1 et grand T2. La variable aléatoire T1 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis un entrepôt de stockage vers une plateforme de distribution. La variable aléatoire T2 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis cette plateforme jusqu'au domicile du client. On admet que les variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes. Bah oui, ça paraît logique parce que le nombre de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis un entrepôt de stockage vers une plateforme de distribution n'a pas d'incidence sur le nombre de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis cette plateforme jusqu'au domicile du client. Alors on nous donne l'espérance de T1 qui est égale à 4, la variance est égale à 2, l'espérance de T2 c'est 3 et la variance c'est 1. Question petit a, déterminer l'espérance E de t et la variance V de t de la variable aléatoire t. On sait que t c'est T1 plus T2. T1 et T2 sont donc deux variables aléatoires définies sur le même univers. Et donc, l'espérance de T, c'est l'espérance de la somme de T1 et T2, et c'est aussi la somme des espérances. Donc ça, c'est facile à calculer. Ça fait 4 plus 3 égale 7. Alors, pour la variance, T1 et T2 sont deux variables indépendantes. Donc, la variance de T, c'est la variance de T1 plus la variance de T2, c'est-à-dire 2 plus 1 égale 3. T'as vu, je compte bien, hein. Alors, question petit b. Un client passe une commande de téléviseur sur Internet. Justifiez que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. Alors,
on va utiliser l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Il reçoit son téléviseur entre 5 et 9 jours, donc t est compris entre 5 et 9. C'est-à-dire que la valeur absolue de t moins 7 est inférieure ou égale à 2. 7, c'est la moyenne algébrique de 5 et 9. L'inégalité de bien-aimé Chebyshev nous donne, pour tout delta strictement supérieur à 0, P de valeur absolue de grand X moins espérance de grand X supérieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à delta carré sur alpha carré. Alors là, nous avons P de valeur absolue de t moins 7 inférieur ou égal à 2, mais dans l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, on a supérieur ou égal à alpha. Si t-7 n'est pas inférieur ou égal à 2, c'est qu'il est supérieur ou égal à 3. Donc, je vais d'abord calculer P de valeur absolue de t-7 supérieur ou égal à 3, et ensuite, je vais passer par l'événement contraire. P de valeur absolue de t-7 supérieur ou égal à 3, c'est inférieur ou égal à quoi? Donc, delta carré, c'est la variance, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 3. Alpha est égal à 3, donc alpha carré est égal à 3 au carré. Donc, nous obtenons P inférieur ou égal à 1 tiers. Nous, on veut P de valeur absolue de t-7 inférieur ou égal à 2, et donc, P de valeur absolue de t-7 supérieur ou égal à 3, c'est 1 moins P de valeur absolue de t-7 inférieur ou égal à 2. Je passe le 1 de l'autre côté, ça nous donne 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Je multiplie à gauche et à droite par moins 1, je change donc le sens de l'inégalité. Cela me donne P de valeur absolue de t-7 inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 2 tiers. Parfait. Tout va bien jusque-là? Voici l'exercice numéro 3. Géométrie dans l'espace. Tu vas voir que dans cet exercice, nous allons beaucoup utiliser le produit scalaire. Exercice 3, 5 points. L'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. On considère les points A de coordonnées 5, 5, 0, B 0, 5, 0, C 0, 0, 10 et D 0, 0, moins 5 demi. Première question petit a, montrer que N1, 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan CAD. Petit b, en déduire que le plan CAD a pour équation cartésienne x moins y égale 0. Deuxième question, on considère la droite D de représentation paramétrique x égale 5 demi de t, y égale 5, moins 5 demi de t, z égale 0 avec t réel. Petit a, on admet que la droite D et le plan CAD sont séquents en un point H, justifier que les coordonnées de H sont 5 demi, 5 demi, 0. Petit b, démontrer que le point H est le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Troisième question petit a, démontrer que le triangle ABH est rectangle en H. Petit b, en déduire que l'aire du triangle ABH est égal à 25 arcs. Quatrième question petit a, démontrer que CO est la hauteur du tétraèdre ABCH. Tiens, c'est presque BACH, c'est presque Bach. Je suis fan de musique baroque. Issu de C, question petit b, en déduire le volume du tétraèdre ABCH. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule grand V égale 1 tiers de BH, où B est l'aire d'une base et H la hauteur relative à cette base. Cinquième question, on admet que le triangle ABC est rectangle en B. Déduire des questions précédentes, la distance du point H au plan ABC. Bon, c'est intéressant tout ça. Alors, première question petit a, montrer que N1, 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan CAD. Alors, si N1 est un vecteur normal au plan CAD, ce vecteur est normal à n'importe quel vecteur directeur du plan. Prenons par exemple le vecteur CA, dont nous allons calculer les coordonnées. Donc, x de A moins x de C, ça fait 5 moins 0, y de A moins y de C, 5 moins 0, et ZA moins ZC, 0 moins 10, ce qui fait 5, 5, moins 10. Je vais maintenant calculer N1 scalaire CA. Donc ça fait 1 multiplié par 5, plus moins 1 multiplié par 5, plus 0 multiplié par moins 10, ce qui fait 5 moins 5 plus 0 égale 0. N1 est bien orthogonal à CA, et donc N1 est bien un vecteur normal au plan CAD.
Question petit b, en déduire que le plan CAD a pour équation cartésienne x moins y égale 0. Alors, on va écrire une équation cartésienne de CAD. On sait que N1 est normal à CAD, donc je peux écrire x moins y plus 0z plus d égale 0. Et comme C appartient au plan CAD, je peux remplacer les coordonnées de C dans l'équation cartésienne de CAD pour trouver la valeur de D. Donc ça fait 0 moins 0 plus 0 multiplié par 10 plus D égale 0, et donc bien sûr ça fait D égale 0. Donc une équation cartésienne de CAD est x moins y égale 0. Question numéro 2. On considère la droite D de représentation paramétrique x égale 5 demi de t, y égale 5 moins 5 demi de t, z égale 0, où t est un réel. Question petit a. On admet que la droite D et le plan CAD sont séquents en un point H. Justifiez que les coordonnées de H sont 5 demi, 5 demi, 0. Alors, comme le plan et la droite sont séquents, eh bien, les coordonnées de la droite et les coordonnées du plan en ce point sont les mêmes. Donc, je vais utiliser la représentation paramétrique de la droite D et je vais remplacer les coordonnées x, y et z dans l'équation cartésienne du plan. Alors je rappelle qu'une équation cartésienne de CAD est x moins y égale 0. Donc ça me donne 5 demi moins 5 moins 5 demi de t égale 0. Je vais pouvoir trouver la valeur de t. 5 demi moins 5 plus 5 demi de t égale 0. 5 demi moins 5 ça fait moins 5 demi. Et en passant le moins 5 demi de l'autre côté, ça me donne 5 demi de t égale 5 demi, et donc t égale 1. Comme le point H est le point de concours entre le plan et la droite D, l'abscisse de H est x égale 5 demi. Je vais calculer son ordonnée en remplaçant t par la valeur que l'on vient de trouver. Cela me donne y égale 5 moins 5 demi multiplié par 1, c'est-à-dire 5 moins 5 demi, et ça fait donc 5 demi. Et z égale 0. Donc les coordonnées de H sont bien 5 demi, 5 demi, 0. Question petit b, démontrer que le point H est le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Si H est le projeté orthogonal de B sur CAD, ça signifie que le vecteur HB est normal au plan CAD. Donc on va recommencer comme tout à l'heure, mais tout d'abord nous allons définir les coordonnées du vecteur BH. XH moins XB ça fait 5 demi moins 0, YH moins YB 5 demi moins 5, ZH moins ZB 0 moins 0. Cela nous donne les coordonnées de BH, 5 demi moins 5 demi 0. Je rappelle ici les coordonnées du vecteur CA, 5, 5 moins 10. Cela nous donne BH scalaire CA égale 5 demi multiplié par 5, moins 5 demi multiplié par 5, plus 0 multiplié par moins 10, et tout ça, ça fait bien sûr 0. BH et CA sont orthogonaux, donc H est bien le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Troisième question petit a. Démontrer que le triangle ABH est rectangle en H. Alors, on nous dit que c'est un triangle, mais je vais quand même vérifier que c'est bien un triangle. Pour cela, je vais voir si les vecteurs BH et AB sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, ça veut dire que les points ABH sont alignés, et donc ABH n'est pas un triangle. Les coordonnées de BH, on les a déjà calculées, c'est 5 demi moins 5 demi 0. Les coordonnées de AB, c'est 0 moins 5 égale moins 5, 5 moins 5 égale 0, 0 moins 0 égale 0. Bah, on voit bien que on ne peut pas avoir le même coefficient qui nous fait passer de 5 demi à moins 5 et de moins 5 demi à 0. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires, les points ne sont pas alignés, donc ABH est bien un triangle. Comment prouver que ABH est rectangle en H? Eh bien, il faut que les vecteurs AH et BH soient orthogonaux.
Calculons les coordonnées de AH. 5 demi moins 5 égale moins 5 demi. 5 demi moins 5 égale moins 5 demi. 0 moins 0 égale 0. Coordonnées de BH. 5 demi moins 0 égale 5 demi. 5 demi moins 5 égale moins 5 demi. 0 moins 0 égale 0. Je vais calculer AH scalaire BH. Ça me donne moins 5 demi par 5 demi plus moins 5 demi par moins 5 demi plus 0 par 0. Ce qui fait moins 25 arts plus 25 arts plus 0 égale 0. Le produit scalaire AH scalaire BH est nul, donc les vecteurs AH et BH sont orthogonaux, et donc ABH est bien rectangle en H. Question petit b, en déduire que l'aire du triangle ABH est égal à 25 arts. Alors comment je calcule l'aire du triangle ABH? L'aire d'un triangle, c'est le demi-produit de la base par la hauteur. Prenons par exemple AH comme base et BH comme hauteur. Le vecteur AH, je le rappelle ici, a pour coordonnées moins 5 demi, moins 5 demi, 0. Et le vecteur BH, 5 demi, moins 5 demi, 0. La norme de AH, c'est donc la racine carrée de la somme du carré de moins 5 demi, du carré de moins 5 demi et du carré de 0. Ce qui me donne racine carrée de 25 plus 25 c'est-à-dire racine carrée de 25 multiplié par 2 le tout sur 4. Racine de 25 c'est 5 et racine de 4 c'est 2, donc norme de AH égale 5 racine de 2 sur 2. De la même façon, je calcule la norme de BH. 5 demi au carré ça fait 25 arts, moins 5 demi le tout au carré 25 arts, 0 au carré ça fait 0. Eh bien on retombe sur le même calcul que AH, donc c'est aussi 5 racine de 2 sur 2. Entre parenthèses, ce triangle, ça ne correspond pas à mon schéma, mais je ne pouvais pas le savoir, ce triangle ABH est en réalité isocèle rectangle en H. Alors l'aire du triangle ABH, c'est donc 1 demi de la norme de AH multiplié par la norme de BH, c'est-à-dire 1 demi multiplié par 5 racines de 2 sur 2 multiplié par 5 racines de 2 sur 2. Ça me donne 1 demi par 5 racines de 2 le tout au carré. Le carré de 5 c'est 25. Le carré de racine de 2 c'est 2. Le carré de 2 c'est 4. Donc ça me donne 25 arts par 2 sur 2, c'est-à-dire 25 arts. Tout va bien. Question numéro 4, petit a. Démontrer que CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C. Alors, si CO est une hauteur, ça veut dire que le produit scalaire CO par un vecteur directeur du plan ABH est nul. Les coordonnées de CO sont bien sûr 0, 0, moins 10. Et on va prendre le vecteur BH par exemple, dont on connaît déjà les coordonnées, 5 demi, moins 5 demi, 0. Effectuons le calcul, CO scalaire BH, c'est 0 multiplié par 5 demi, plus 0 multiplié par moins 5 demi, plus moins 10 multiplié par 0, et tout ça, bien sûr, ça fait 0. Ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc CO est bien la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C. Question petit b, en déduire le volume du tétraèdre ABCH. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par cette formule, volume égale 1 tiers de BH où B est l'aire d'une base et H la hauteur relative à cette base. On va prendre comme R l'aire du plan ABH, on le connaît, c'est 25 arts. La hauteur, c'est la norme de CO, donc c'est racine carrée de 0 carré plus 0 carré plus 10 au carré, et ça bien sûr ça fait 10. Donc le volume c'est 1 tiers de BH, c'est-à-dire 1 tiers par 25 arts par 10. Ce qui fait 10 divisé par 4 ça fait 5 sur 2, 2 fois 3 6, et 5 fois 25 125, donc le volume c'est 125 sur 6. Question 5. On admet que le triangle ABC est rectangle en B. Déduire des questions précédentes la distance du point H au plan ABC. Alors on sait que le volume c'est 1 tiers de BH, c'est-à-dire 125 sur 6. Eh bien, ce volume, si on prend l'aire du triangle ABC, c'est donc égal également à 1 tiers multiplié par l'aire de ABC multiplié par H. H étant notre inconnu. On va calculer l'aire de ABC.
Voici les coordonnées de AB, 0 moins 5 égale moins 5, 5 moins 5 égale 0, 0 moins 0 égale 0. Pour BC, 0 moins 0 égale 0, 0 moins 5 égale moins 5, 10 moins 0 égale 10. L'aire de ABC, c'est donc 1 demi de norme de AB par norme de BC, ce qui nous donne 1 demi de racine carrée de moins 5 le tout au carré plus 0 carré plus 0 carré, multiplié par racine carrée de 0 carré plus moins 5 le tout au carré plus 10 au carré. Alors racine de moins 5 au carré plus 0 carré plus 0 carré, ça fait bien sûr 5. Et moins 5 au carré, ça fait 25. 10 au carré, ça fait 100. 100 plus 25, ça fait 125. Donc racine de 125. Racine de 125, 125, c'est 25 fois 5. Donc ça nous donne 1 demi multiplié par 5, multiplié par racine de 5 fois 25. Ce qui fait, en sortant racine de 25 qui donne 5 du radical, 1 demi multiplié par 5, multiplié par 5, multiplié par racine de 5, ce qui fait 25 racine de 5, le tout sur 2. Donc j'obtiens que le volume, c'est 1 tiers multiplié par 25 racine de 5, le tout sur 2, multiplié par h. Et ça fait 125 sixièmes. Donc je peux résoudre l'équation d'inconnu h. 1 tiers multiplié par 25 racine de 5, le tout sur 2, multiplié par h égale 125 sur 6. Cela me donne 25 racine de 5 sur 3 fois 2, ça fait 6. Égale 125 sur 6. Donc h racine de 5, c'est 125 sur 6 multiplié par 6 sur 25, et 125 divisé par 25, ça fait 5. Donc h racine de 5 égale 5, ce qui me donne h égale 5 sur racine de 5, ou en multipliant par racine de 5 au numérateur et au dénominateur pour ne pas avoir de radical au dénominateur, nous obtenons h égale racine de 5. Alors, exercice 4. 6 points. Alors là, nous avons 3 parties. Partie A, étude de la fonction f. La fonction f est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln x, où ln désigne la fonction logarithme népérien, on s'en doutait. On admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur 0 plus l'infini. On note f' sa dérivée comme c'est étonnant, et f seconde sa dérivée seconde. Première question petit a. Déterminer en justifiant les limites de f en 0 et en plus l'infini. Petit b, montrer que pour tout x appartenant à, allez on va dire r plus étoile, ça ira plus vite, on a f' de x égale 2x plus 1, le tout sur 2x. Question petit c, étudier le sens de variation de f sur r plus étoile. Petit d, étudier la convexité de f sur r plus étoile. Question numéro 2 petit a, montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans r plus étoile une solution unique qu'on notera alpha, et justifier que alpha appartient à l'intervalle fermé 1, 2. Petit b, déterminer le signe de f de x pour x appartenant à r étoile, démontrer que ln de alpha égale 2 facteur de 2 moins alpha. Alors on va déjà noter f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln x. Alors, on nous demande ses limites, déterminées en justifiant les limites de f en 0 et en plus l'infini. Alors, f de x est la somme de x moins 2 et de 1 demi de ln x. Si x tend vers 0, x moins 2 tend vers moins 2. Ln x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0, donc 1 demi de ln x, ça tend aussi vers moins l'infini. Donc la somme des deux, moins 2 plus moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Ensuite, en plus l'infini, x moins 2, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et on sait que ln x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc 1 demi de ln x, ça tend aussi vers plus l'infini. Et par somme des deux, plus l'infini plus l'infini, ça donne, devine quoi, plus l'infini. Donc la limite de f de x en 0, c'est moins l'infini, et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Question petit b, montrer que pour tout x appartenant à r plus étoile, f' de x égale 2x plus 1, le tout sur 2x. Bon, bah là, il suffit de calculer la dérivée première de f. Donc, si f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln x, f' de x égale quoi? La dérivée de x, c'est 1, la dérivée de moins 2, c'est 0, la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, donc ça me donne 1 plus 1 sur 2x, et en réduisant tout au même dénominateur, ça nous donne 2x plus 1, le tout sur 2x. Question petit c. Étudier le sens de variation de f sur r plus étoile. f' de x, c'est 2x plus 1 le tout sur 2x. Pour étudier le sens de variation de f, je vais étudier le signe de sa dérivée.
On sait que x est compris entre 0 ouvert et plus l'infini, donc x est strictement positif. Aussi, 2x est-il aussi strictement positif. 2x plus 1, c'est strictement supérieur à 1, donc c'est aussi strictement positif. Et donc le quotient de deux fonctions strictement positives est une fonction strictement positive. Et comme f' de x est strictement positive, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Petit d, étudier la convexité de f sur 0 plus l'infini. Alors pour ça, on va déterminer f seconde de x. Donc je vais dériver 2x plus 1, le tout sur 2x. C'est un quotient de deux fonctions. u de x égale 2x plus 1, v de x égale 2x. La dérivée de u de x, c'est u' de x égale 2. Et la dérivée de v de x, c'est v' de x égale 2 également. Donc f seconde de x, c'est quoi? Eh bien c'est u'v moins uv' le tout sur v carré. Donc ça me donne 2 multiplié par 2x moins 2 facteurs de 2x plus 1, le tout sur 2x le tout au carré. Ça me donne 4x moins 2, le tout sur 2x le tout au carré, ce qui fait moins 2 sur 2x le tout au carré. 2x le tout au carré, c'est strictement positif, et donc moins 2 divisé par un nombre strictement positif, ça me donne une valeur négative, et comme f seconde de x est strictement négative, on en déduit que f est concave sur l'intervalle 0 plus l'infini. Question numéro 2, petit a. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 ouvert plus l'infini une solution unique qu'on notera alpha et justifier que alpha appartient à l'intervalle fermé 1, 2. Alors, on sait que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On sait que la limite en 0, donc c'est-à-dire sur la borne de gauche, c'est moins l'infini, et que la limite de f de x en plus l'infini, la borne de droite, c'est plus l'infini. Donc, on a une fonction qui part d'un nombre négatif, qui va jusqu'à un nombre positif, et qui est strictement croissante. Donc elle passe forcément une seule fois par f de x égale 0, et on peut noter alpha cette solution, la solution de l'équation f de x égale 0. C'est ce que l'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, justifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer f de 1, f de 2, et puis on va voir si f de 1 est un nombre négatif et que f de 2 est un nombre positif, ça veut dire que alpha, qui est la solution de f de x égale 0, appartient forcément à l'intervalle 1, 2. f de 1, c'est 1 moins 2 plus 1 demi de ln1. ln1, ça fait 0, donc il me reste 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, plus 1 demi de 0, donc ça fait moins 1. Et f de 2, c'est 2 moins 2 plus 1 demi de ln2, donc 2 moins 2, évidemment, ça fait 0. Il me reste 1 demi de ln2, et ça, à la machine, ça me donne environ 0,347. Donc on passe bien d'un nombre négatif à un nombre positif. On aurait pu ne pas calculer 1 demi de ln2, puisqu'on sait que ln2 est un nombre positif, puisque 2 est strictement supérieur à 1, et donc 1 demi de ln2, c'est aussi un nombre positif. Donc f de alpha est bien compris entre f de 1 et f de 2, et donc alpha est bien compris entre 1 et 2. Question petit b, déterminer le signe de f de x pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On sait que la limite en 0 c'est moins l'infini, que la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, et que f de alpha égale 0. Donc f de x est négative pour tout x appartenant à l'intervalle 0 alpha, 0 ouvert alpha fermé, puisque j'ai mis inférieur ou égal à 0, et pour f de x supérieur ou égal à 0, eh bien c'est pour tout x de l'intervalle fermé alpha et bien sûr ouvert plus l'infini. Question petit c, montrer que ln de alpha égale 2 facteurs de 2 moins alpha. Alors ça c'est intéressant, on va remplacer ln par des nombres tout seuls. Comment on fait ça? On sait que f de alpha c'est égal à 0. N'oublie pas que c'est une question petit c, donc on doit la déduire des questions précédentes. On vient de montrer que f de alpha c'est égal à 0. Or f de alpha c'est, en remplaçant x par alpha, alpha moins 2 plus 1 demi de ln de alpha.
Donc je peux poser alpha moins 2 plus 1 demi de ln de alpha égale 0. Je passe le 1 demi de ln de alpha de l'autre côté, ça me donne alpha moins 2 égale moins 1 demi de ln de alpha. En multipliant à gauche et à droite par moins 2, cela me donne ln de alpha égale moins 2 facteur de alpha moins 2. Je multiplie moins 2 par moins 1 et alpha moins 2 par moins 1, cela me donne 2 facteur de 2 moins alpha. Bingo! À présent, partie B. Étude de la fonction g. La fonction g est définie sur l'intervalle ouvert 0, 1 fermé par g de x égale moins 7/8 de x2 plus x moins 1 quart de x carré et ln x. On admet que la fonction g est dérivable sur 0, 1 et on note g' sa fonction dérivée. Première question, calculez g' de x pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, puis vérifie que g' de x égale x f de 1 sur x. Question numéro 2, petit a. Justifie que pour x appartenant à l'intervalle 0, 1 sur alpha, on a f de 1 sur x strictement positive. On admet le tableau de signes suivant. Donc on nous donne le signe de f de 1 sur x entre 0 et 1. Entre 0 et 1 sur alpha, f de 1 sur x est positive. En 1 sur alpha, elle est égale à 0. Et quand x est entre 1 sur alpha et 1, f de 1 sur x est négative. En déduire le tableau de variation de g sur l'intervalle 0, 1, les images et les limites ne sont pas demandées. Alors, première question. Je vais déjà noter g de x égale moins 7/8 de x carré plus x moins 1 quart de x carré ln x. Calculer g' de x. Bon. Alors, c'est une somme de 3 fonctions. Moins 7/8 de x carré, ça c'est facile à dériver. X c'est facile à dériver. Et moins 1 quart de x carré ln x. Donc je vais dériver x carré ln x et je vais multiplier par moins 1 quart. X carré et ln x c'est un produit de deux fonctions. Je ne vais pas reprendre u et v, donc je vais prendre w de x et z de x. W de x égale x carré, ce qui fait w' de x égale 2x. Et si z de x égale ln x, z' de x c'est 1 sur x. Donc cela me donne g' de x égale, alors la dérivée de x carré c'est 2x, donc ça fait moins 7/8 par 2x. La dérivée de x c'est 1, donc plus 1. Ensuite moins 1 quart multiplié par quoi? w'z plus wz', cela me donne 2x ln x plus x carré sur x. Cela me donne moins 7/8 multiplié par 2x plus 1 moins 1 quart de... Alors x carré sur x, ça fait bien sûr x, donc ça fait moins 1 quart de 2x ln x plus x. Je peux tout factoriser par x, cela me donne x facteur de moins... Alors, 2 divisé par 8, ça fait 1 quart, donc moins 7 quarts plus 1 sur x, moins 1 quart multiplié par 2 ln x plus 1. En supprimant les parenthèses, ça me donne x facteur de moins 7 quarts plus 1 sur x, moins 1 demi de ln x, moins 1 quart, puisque 2 sur 4, ça fait 1 demi. Donc, moins 7 quarts, moins 1 quart, ça me donne moins 8 quarts, plus 1 sur x, moins 1 demi de ln x, et moins 8 quarts, bien sûr, ça fait moins 2. Donc, ça fait g' de x égale x facteur de moins 2 plus 1 sur x, moins 1 demi de ln x. À présent, calculons f de 1 sur x, puis x f de 1 sur x. F de 1 sur x, en remplaçant x par 1 sur x, ça me donne 1 sur x moins 2 plus 1 demi de ln de 1 sur x. Or, je sais que ln de 1 sur x, c'est moins ln x, donc je peux dire que f de 1 sur x, c'est 1 sur x moins 2 moins 1 demi de ln x. Je multiplie tout par x, donc j'écris x facteur de 1 sur x moins 2 moins 1 demi de ln x, et c'est exactement ce qu'on écrit là-haut, c'est donc égal à g' de x. Alors, question petit b, on admet le tableau de signes suivant, en déduire le tableau de variation de g sur l'intervalle 0,1. On vient de prouver que g' de x est égal à x f de 1 sur x. Or, x est un nombre strictement positif puisqu'il est dans ce tableau compris entre 0 et 1. Donc, g' de x va être du signe de f de 1 sur x. Entre 0 et 1 sur alpha, f de 1 sur x est positive, donc g' de x est positive, et donc g est croissante, strictement croissante. Entre 1 sur alpha et 1, f de 1 sur x est négative, donc g' de x est également négative, et donc g est strictement décroissante.
Partie C, c'est la dernière partie du devoir. Un calcul d'air, donc c'est un calcul très traditionnel, mais intéressant. On a représenté sur le graphique ci-dessous la courbe CG de la fonction G, la parabole P d'équation Y égale moins 7/8 de x carré plus x sur l'intervalle ouvert 0, 1 fermé. On souhaite calculer l'air grand A du domaine assuré compris entre les courbes CG et P et les droits d'équation x égale 1 sur alpha et x égale 1. On rappelle que ln de alpha égale 2 facteur de 2 moins alpha. Première question petit a, justifier la position relative des courbes CG et P sur l'intervalle 0, 1. Question petit b, démontrer l'égalité intégrale de 1 sur alpha à 1 de x carré ln x dx égale moins alpha 3 moins 6 alpha plus 13 le tout sur 9 alpha 3. Question numéro 2, en déduire l'expression en fonction de alpha de l'air grand A. Alors, tout d'abord, justifier la position relative des courbes CG et P sur l'intervalle 0,1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la différence entre les ordonnées de CG et de P. Et si je trouve que cette différence est positive, eh bien ça voudra dire que CG est au-dessus de P. Alors j'y vais. Donc je rappelle ici g de x égale moins 7/8 de x carré plus x moins 1/4 de x carré ln x. Et maintenant j'effectue l'opération g de x moins y, c'est-à-dire g de x moins 7/8 de x carré plus x. Donc ça me donne moins 7/8 de x carré plus x moins 1/4 de x carré ln x moins, entre parenthèses, moins 7/8 de x carré plus x. Cela me donne, évidemment, les moins 7/8 de x carré plus x s'annulent, moins 1/4 de x carré ln x. Pour tout x de l'intervalle 0 ouvert 1 fermé, et ln x est inférieur ou égal à 0. X carré est tout en positif, donc x carré et ln x c'est négatif, et moins 1/4 par un nombre négatif, ça nous donne un nombre positif. Et donc g de x moins 7/8 de x carré plus x, c'est supérieur ou égal à 0, et donc CG est toujours au-dessus de P sur l'intervalle 0, 1. Question petit b, démontrer l'égalité intégrale de 1 sur alpha à 1 de x carré ln x dx égale moins alpha 3 moins 6 alpha plus 13, le tout sur 9 alpha 3. Alors pour ça, évidemment, x carré ln x, je ne peux pas trouver une primitive directement, donc je vais procéder par une intégration par partie. J'ai changé encore une fois les noms des fonctions pour ne pas reprendre u de x et v de x. Alors, j'ai choisi a' de x égale x carré et b de x égale ln x. Pourquoi ? Parce que si j'avais pris a' de x égale ln x, j'aurais été bien embêté pour trouver une primitive de ln x. C'est beaucoup plus facile de passer par a' de x égale x carré et b de x égale ln x. Une primitive de x carré est x3 sur 3 et la dérivée de ln x c'est bien sûr 1 sur x. Alors je recopie intégrale de a'b plus intégrale de ab' égale ab à intégrer entre 1 sur alpha et 1. Ce qui me donne intégrale de 1 sur alpha à 1 de x carré ln x dx plus intégrale de 1 sur alpha à 1 de x3 sur 3 multiplié par 1 sur x dx égale x3 sur 3 ln x entre 1 sur alpha et 1. Alors qu'est-ce qu'on doit trouver ? On doit trouver l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de x carré ln x dx. Donc je passe la deuxième intégrale à droite. Cela me donne x3 sur 3 ln x entre 1 sur alpha et 1 moins intégrale de 1 sur alpha à 1 de x3 sur 3 multiplié par 1 sur x dx. Donc dans le crochet, je remplace x par 1 puis x par 1 sur alpha et j'effectue la différence. Ça me donne 1 au cube sur 3 ln 1 moins 1 sur alpha le tout au cube sur 3 ln de 1 sur alpha moins x3 multiplié par 1 sur 3x. Donc je sors le 1 tiers pour effectuer moins de calcul. x3 sur x, ça fait x carré. Et une primitive de x carré est x3 sur 3. Donc ça me donne, alors ln1 c'est 0. 1 sur alpha le tout à la puissance 3, ça me donne 1 sur alpha 3. Donc je passe alpha 3 au dénominateur, ça me fait moins 1 sur 3 alpha 3. Mais comme ln de 1 sur alpha, c'est moins ln alpha,
Moins par moins, ça fait plus. Donc ça me donne 1 sur 3 alpha 3 ln alpha, moins 1 tiers de x3 sur 3 à intégrer entre 1 sur alpha et 1. Donc je laisse 1 sur 3 alpha 3 et ln alpha pour l'instant, moins 1 tiers de quoi je remplace x par 1 et je remplace x par 1 sur alpha comme tout à l'heure, j'effectue la différence. Ça me donne 1 tiers moins 1 sur 3 alpha 3. En supprimant tous les crochets, cela me donne 1 sur 3 alpha 3 ln alpha, moins 1 sur 9 plus 1 sur 9 alpha 3. Je vais tout réduire au même dénominateur, à savoir 9 alpha 3. J'obtiens donc 3 ln alpha sur 9 alpha 3, moins alpha 3 sur 9 alpha 3, plus 1 sur 9 alpha 3. Comme les dénominateurs sont les mêmes, je peux regrouper les numérateurs, donc ça me donne 3 ln alpha moins alpha 3 plus 1, le tout sur 9 alpha 3. Alors je ne suis pas encore au bout parce que si j'ai bien 9 alpha 3 au dénominateur, j'ai encore du ln alpha au numérateur. Or, je sais que ln alpha c'est égal à 2 facteurs de 2 moins alpha. Donc je remplace ln alpha par 2 facteurs de 2 moins alpha. Ce qui me donne 3 fois 2, 6, facteur de 2 moins alpha, moins alpha 3 plus 1. Donc 6 fois 2, 12. Donc ça fait 12 moins 6 alpha, moins alpha 3 plus 1. Et bien sûr, 12 plus 1, ça fait 13. Donc ça me fait bien moins alpha 3, moins 6 alpha plus 13, le tout sur 9 alpha 3. C'est gagné. Question numéro 2, en déduire l'expression en fonction de alpha de l'aire grand A. Alors, l'aire grand A, c'est l'aire de la surface délimitée par la courbe CG, la courbe P, la droite d'équation x égale 1 sur alpha et la droite d'équation x égale 1. Donc, grand A égale intégrale de 1 sur alpha à 1 de g de x moins y dx. Et ça, on vient de le voir, c'est égal à moins 1 quart de l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de x carré et ln x dx. On a calculé déjà l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de x carré ln x dx. C'est égal à moins alpha 3 moins 6 alpha plus 13, le tout sur 9 alpha 3. Et donc, grand A, c'est moins 1 quart multiplié par tout ça, ce qui me donne alpha 3 plus 6 alpha moins 13, le tout sur 36 alpha 3. Alors, est-ce que tu as réussi à tout faire? Est-ce que tu penses que si tu as passé l'examen, est-ce que tu as tout bon? Ou est-ce que tu as tout compris de ce que je t'ai montré? Si tu as des questions et des choses que tu n'arrives pas à comprendre, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Et si tu as besoin de compléments, si tu as besoin d'être entraîné sur certaines parties de cet examen, ou si tu as des difficultés en cours ou sur des notions qu'on a abordées pendant la résolution de ces exercices, n'hésite pas à me le dire en commentaire et au besoin, je te donnerai un ou plusieurs cours pour pouvoir t'aider. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air. Tu peux t'abonner à la chaîne Télémaths. Pendant tout l'été 2024, je vais mettre pas mal de vidéos, à la fois sur toutes les notions de terminale. Je vais faire tout le programme de terminale cet été, mais aussi des conseils en pédagogie. Enfin, tu vas avoir pas mal de contenu très intéressant pour bien préparer l'année ou réviser. Et il va y avoir pas mal de bonnes choses sur cette chaîne YouTube Télémaths. Allez, je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.